chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que je vais aborder avec vous un aspect du métier de DevOps. Et donc, dans cette vidéo, je ne vais pas déroger à la règle, je vais faire la même chose. On va aborder deux notions très importantes, tout ce qui est monitoring et tout ce qui est observabilité. C'est très important de les aborder. Pourquoi? Parce que c'est où est le cœur de votre sujet. Et c'est là que vous devez rapidement trouver les indices ou les informations pour améliorer votre système. Ce seront donc des signaux que votre système va vous envoyer. Et sur la base de tous ces signaux-là, donc, vous allez donc pouvoir trouver les points d'amélioration, parce que tout ce qu'on fait, c'est l'objectif d'améliorer notre système. Et à partir de là, donc, nous aurons un système qui sera tous les jours meilleur. Ce ne sera pas meilleur d'un coup, mais à force de progresser et de le faire progressivement, de mettre de petites touches, vous allez arriver à un point qui est très important, en fait, de votre système d'information. Et donc, la meilleure façon d'améliorer votre système, c'est de l'observer, en fait. C'est de voir ce qui se passe dedans et de collecter tous les signaux qui sont dessus, qui vous transmet, en fait. Et à partir des notions que vous aurez observées ou bien que vous aurez collectées de votre système, vous allez donc trouver les points sur lesquels vous allez pouvoir améliorer votre système aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier point qui est intéressant pour vous, c'est de se dire, ici, à la base, vous avez toujours un système, en fait. Un système d'information. Et puis, le point principal d'un système d'information, même si c'est transparent pour vous, de par votre position dans votre entreprise, c'est de dire que le point de départ, c'est toujours de se dire qu'on part toujours d'un serveur. Il faut commencer par se dire qu'on a d'abord un serveur, en fait. Donc ça, c'est un serveur, en fait. On m'a dit ça comme ça. Quand je dis un serveur, il faut bien se dire que quand je parle de serveur, je parle d'un ordinateur, en fait, que vous avez à disposition, bien sûr. Et donc ça, c'est un serveur. Si vous avez un seul serveur, il n'est pas assez capable de tenir la charge sur la durée. Il n'est pas assez résilient. Ça veut dire que s'il y a un problème sur ce serveur, vous perdez tout. Donc, il ne faut pas vous concentrer ou bien vous contenter d'avoir un seul serveur. Très souvent ou très probablement, vous allez avoir donc un ensemble de serveurs en fait à votre disposition. Peu importe le nombre de serveurs, on dira que vous allez avoir toujours un ensemble de serveurs à votre disposition. La taille n'est pas toujours la même, mais vous allez avoir comme ça un ensemble de serveurs de disposition. Donc, quand vous avez n serveurs, on dit donc ici, cette fois-ci, que vous avez donc un cluster. Si ils sont regroupés ensemble pour servir le même besoin, ou bien regroupés ensemble pour le même environnement. En gros, si en prod, vous avez 3 serveurs, vous avez un cluster de serveurs pour la prod. Donc, si vous avez des serveurs, un serveur pour la prod, un serveur pour la recette, ou bien 3 serveurs pour la prod, un serveur pour la recette, dans ce cas, c'est pas un cluster, en fait. Le cluster, c'est l'ensemble des serveurs réunis ensemble pour servir le même besoin. Donc, il faut bien faire attention quand je parle de cluster ici. Je pars du principe que, supposons qu'ici on est en prod, ou en recette, ou en local, peu importe. L'idée, c'est donc de pouvoir se dire qu'on a donc un serveur pour nous aussi. Peu importe le serveur, donc du coup, vous allez toujours avoir ici sur votre serveur un OS en fait. Certains mettent du Proxmox en fait qui est une solution au-dessus de Debian. Certains mettent du Debian, certains mettent de l'Ubuntu en fait. Donc c'est un serveur en fait pour vous que vous utilisez en fait pour héberger votre application. Certains même du Windows Server aussi. Donc ça dépend de ce que vous prenez comme solution. Au-dessus de votre serveur toujours, vous allez donc avoir une deuxième couche qui va donc être la partie qui va vous permettre de découper votre serveur pour ne pas surexploiter votre serveur. Donc votre serveur ici donc, vous allez mettre dessus une solution de virtualisation comme VMware par exemple, comme VirtualBox par exemple. Vous allez avoir d'autres solutions de virtualisation en fait dans votre système d'implantation. Et là, ce que je dis, c'est sur un serveur, mais ça vaut sur tous les autres serveurs, bien sûr. Donc, ça voudrait dire qu'en réalité, je pourrais poursuivre mon schéma comme ça, en fait, bien sûr. Pour dire, en gros, que tout ce que je dis là, ça vaut pour tous les serveurs. Alors, rien ne dit que vous allez avoir toujours la même solution, mais généralement dans la même solution pour avoir les bonnes compétences, en fait, tout simplement. Et donc, dans chacun des serveurs, ou bien sur chacun de vos serveurs, au-dessus de chacune des solutions de virtualisation que vous allez donc pouvoir donc dire. En réalité, c'est des machines virtuelles. Donc, si on dit les machines virtuelles, c'est des serveurs, en fait. C'est des serveurs virtuels, mais vous ne pouvez pas le toucher. Vous allez avoir ici, le premier ici, c'est une VM. Et donc, si je dis que ça, c'est une VM, vous allez avoir une VM ici, comme ça. Et une VM, en gros, peu importe la taille de votre VM ici, va donc pouvoir vous permettre de récupérer les mêmes informations, en fait, pour votre système d'information. Et donc, ce que je mets ici comme OS, je mettrai aussi mon OS sur ma VM. Et ce que je mets ici comme... je ne mets pas la virtualisation dans ma VM, par contre, parce que je suis déjà arrivé dans ma VM, en fait. Et très souvent, ce qu'on va mettre dans votre VM, c'est l'équivalent
d'une solution de virtualisation qui va vous permettre donc de pouvoir déployer des conteneurs. Donc je mets donc ici un Docker en fait. Ça, c'est dans votre serveur, et dans votre serveur, vous avez votre VM, et dans votre VM, vous avez votre solution de virtualisation. Et une fois que vous êtes dans votre Docker, du coup, qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez donc commencer à dire, OK, maintenant que j'ai mon Docker, en fait, je vais donc pouvoir donc déployer mes applications, en fait, ici. Ça, ce sont mes applications. Donc, vous allez pouvoir mettre autant d'applications que votre VM peut contenir. Vous allez donc pouvoir mettre dans les applications, en fait, dans votre VM, bien sûr. Et donc, peu importe la taille de ce que vous prenez, peu importe la logique de ce que vous prenez, vous allez donc avoir donc comme ça votre ensemble de VM qui sont à votre disposition. Donc, on a donc jusqu'à présent 3 paliers. Le premier palier, c'est donc de se dire, première étape, on a donc un serveur. Et donc un serveur ou plusieurs serveurs physiques en fait, bien sûr. Au-dessus de ces serveurs-là, on aura un ensemble de machines virtuelles et de VM. Donc voici ma VM ici. Et dans chacune des VM, donc, on aura aussi des applications. Ici, je vais mettre un MN. Et au-dessus de mes VM, donc, du coup, j'aurai donc besoin de savoir quelles sont mes applications. Mon application, c'est plutôt cette couleur. Donc, je mettrai ça comme ça pour dire que ça, c'est mon application. Voilà. MNP en fait, application. Ok. Donc, vous avez donc premier niveau, premier palier votre serveur, deuxième palier votre VM et au-dessus donc vous avez donc vos applications. Ça voudrait donc dire que arithmétiquement ou mathématiquement vous aurez donc N fois M fois P. Éléments à suivre. Donc, vous aurez donc, supposons que, calcul très simple, vous avez donc 3 serveurs. Chaque serveur aura donc à son tour, disons 4 VM. Ça fait 12. Et dans chacune des VM, vous allez mettre des applications. Supposons que dans chacune des VM, en fait, comme vous instanciez des conteneurs, vous dites ici, on mettra 10 conteneurs, en fait. Ça vous fait donc, ici, 120. Vous avez donc 120, de manière globale, hein, j'ai dit de manière globale en fait, éléments à monitorer en même temps, qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe en fait sur votre système. Alors, du coup, il faut donc faire très attention en tant que DevOps ou en tant qu'administrateur système ou en tant que développeur ou en tant qu'ingénieur réseau, peu importe. Ça encore, là j'ai pas mis tout ce qui est réseau en fait parce que je pourrais mettre les IP en fait, mais bon ce sont les éléments à monitorer donc sur chacun des éléments en fait de solutions. Voilà. Il faudra faire attention ici pour que chaque fois qu'il y a un problème, que vous ayez une alerte. Peu importe l'élément qui a un problème dans la chaîne, il faudrait que vous vous assurez que vous recevez un mail, un message dans un groupe Teams ou un WhatsApp ou un SMS d'ailleurs, peu importe la configuration que vous allez faire, il faut que vous sachiez anticiper. Parce que le vrai problème de l'alerte ici, c'est quand il est déclenché par vos utilisateurs. En gros, si c'est un client qui vous dit que votre site ne marche pas, moi ça m'est arrivé par exemple sur mes sites que le client me dise que ça ne marche pas en fait quoi. Ça m'est arrivé par exemple que le chef de projet vient me dire que mon application ne tombe pas. Dans les entreprises ou bien dans les équipes, c'est des choses qu'on voit tous les jours. C'est les clients qui vous disent en fait que votre solution ne marche pas en fait. Et donc il faut donc que vous puissiez donc faire attention pour pouvoir donc vous assurer que votre système là, vous puissiez donc le surveiller pour pouvoir recevoir les éléments qui vont recevoir. Alors, comment est-ce que vous allez suivre votre système? En réalité, les éléments que vous avez ici, là, chacun d'eux vont vous envoyer des signaux. Chacun d'eux va vous mettre à disposition un ensemble de signaux. Qu'est-ce qu'on a comme signal, en fait? Ou bien, quels sont les éléments qui vous envoient les signaux, d'abord? Le truc le plus... Bien, le premier élément, le plus simple, qui vous envoie un signal, c'est votre disque dur. Si votre disque dur est plein, alors votre application sera lente, par exemple. Ou bien il n'y aura plus assez d'espace pour positionner un autre système, en fait, une autre application dans votre système. Ça, c'est le premier élément.
Qu'est-ce qui va vous envoyer notre signal? Votre CPU. S'il y a une grosse consommation de votre CPU, si tout votre CPU pendant tourne tout le temps, vous allez recevoir il y aura des trucs, ça va se ressentir en fait. Autre élément qui va vous renvoyer des alertes, c'est la mémoire. Quand c'est trop consommé, il y aura un problème. Vous allez aussi avoir donc des requêtes. En gros, au final, si vous faites une application que vous mettez sur le web, chacune des requêtes que vous allez recevoir sera soit positive, et donc on aura un code de 200, ou bien un code qui commence par 2, ou alors en erreur, vous aurez un code qui commence par 4, ou un code qui commence par 5, en fait, vous aurez des redirections, en fait, vous devez savoir si vous avez été redirigé quelque part. Qu'est-ce qui vous envoie encore des alertes? Par exemple, tout le monde fait du HTTPS aujourd'hui, vous allez avoir par exemple votre certificat, en fait, si votre certificat va expirer, par exemple, vous allez recevoir donc un ensemble de signaux. Donc voilà des éléments qui, eux, vont vous mettre à disposition un ensemble de signaux. Donc, pour chacun des éléments-là, comme on a dit, je vais remettre mon signal ici. Vous allez avoir dans les signaux. Et donc, la question qui se pose donc maintenant, c'est de dire, quels sont les signaux auxquels il faut que je fasse attention? On a dit par exemple que le disque dur. Le disque dur est plein. C'est un signal qui vous dit en gros que je suis à 80% de mon disque dur. Ça, c'est une valeur numérique. La mémoire est trop consommée, 80% en fait de la valeur numérique que vous allez recevoir. Vous allez par exemple avoir votre certificat qui expire dans un certain temps. Donc, la date d'expiration, donc, c'est un signal en fait qui vous dit qu'il ne vous reste que 2 jours ou bien une semaine pour que votre certificat reste valide. Vous allez par exemple dire, pour toutes les requêtes qu'on a reçues là, on aura par exemple, des erreurs 400, des erreurs 500, en gros tout ce qui commence par 4 ou tout ce qui commence par 2, en fait, dans ce cas c'est plutôt du succès. Ce sont des signaux en fait. Donc, qu'est-ce que c'est les signaux? Ce sont les informations que votre système d'information et vos applications vont vous mettre à disposition. Comme je vous ai dit, il y a des valeurs numériques en fait que vous allez recevoir. Donc, le premier signal que vous allez recevoir, très souvent, c'est une valeur numérique. Et une valeur numérique, donc c'est ce qu'on appelle aussi une métrique. Ou encore en anglais, métrique en fait avec un C, tout simplement. Donc, la métrique que vous recevez là vient vous dire en réalité qu'il y a un problème. Donc, vous devez donc être à même de suivre toutes ces métriques-là pour avoir des informations sur la performance de votre système d'information. Donc, le premier élément pour vous, c'est dans la métrique, en fait, tout simplement. Deuxième élément qui va être important aussi pour vous, c'est d'avoir donc à votre disposition les journaux d'information sur votre système. En gros, chaque fois que tu as fait une action dans une application de votre système, il y a des traces qui se mettent en place. Il y a des logs, en fait, que vous voyez. Il y a des informations qui sont affichées. Soit dans un fichier, soit dans la console de votre terminal. Toutes ces informations, c'est ce qu'on appelle donc, en réalité, des logs. Ça, ce sont des logs, en fait. Ça, c'est donc le deuxième signal que vous allez recevoir. Et enfin, troisième signal, avant de vous le présenter, on se dit toujours que chacune des applications qu'on a mis sur notre système d'information ici, je prends l'architecture la plus facile, en fait, et la plus simple. Hein. Quand vous allez prendre une VM, je vais me mettre ici, je vais dire que j'ai une VM. Je simplifie la suite de mon schéma ici sur une VM pour que vous compreniez où je veux aller. Très souvent, à l'entrée de votre serveur ou de VM ici, vous avez toujours, pour bien protéger votre système d'information, un firewall. Ça peut être lié à la VM ou bien avant la VM, vous avez un firewall par lequel vous allez passer. Deuxième élément, chacune de laquelle vous allez recevoir dans une des architectures, c'est donc de mettre ça ici sur un reverse proxy. Je mets un RP pour reverse proxy. Quand votre reverse proxy récupère votre requête, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc dire, pour chacune des applications qu'on a, très souvent, je parle du principe que vous avez un front, qui est soit fait en React ou en Angular ou en JavaScript, donc vous avez un front. Le front, il peut récupérer la requête, il renvoie la requête sur un back, qui est une application qui est souvent faite en Java, avec un framework Spring, ou en PHP, ou en .NET, peu importe, vous avez un back. Et donc, tout cet élément-là va souvent écrire dans une base de données. Donc, ici, vous allez en rajouter votre base de données. Et donc, disons que vous avez une autre application avec la même architecture, ou pas du tout, hein, mais bon, si vous avez au moins un élément de l'architecture, ça fait déjà la réponse à la question qu'on a.
Et vous avez donc de la même manière ici une autre application. Donc, vous pouvez mettre sur votre VM autant d'applications que vous voulez. Chacune des applications vont avoir la même stack. Et donc, ou alors, une stack transverse à toutes les applications, en fait, bien sûr. Donc, voilà comment on peut dire qu'on a une architecture. Quand un utilisateur envoie une requête sur votre système, qu'est-ce qui se passe en réalité pour votre requête? Votre requête, donc, qui est transmise par l'utilisateur, commence son parcours ici sur le firewall. Si c'est autorisé la requête est renvoyée ici. Et donc, si c'est renvoyé, ça redescend le chemin jusqu'à ce qu'on arrive ici au fond. OK? Le passage, donc, ou bien le chemin qu'emprunte votre requête, il faut pouvoir le suivre. Il faut donc pouvoir le tracer. Pour que, si le front vous envoie une erreur, que vous venez voir si c'est le back qui n'a pas répondu, en fait. Si le back vous envoie une erreur, il faut voir si la base de données n'a pas répondu. Si le reverse proxy renvoie une erreur, il faut voir si c'est le front qui n'a pas répondu. Et donc, ce parcours-là, donc, c'est ce qu'on appelle en réalité une trace. Ça, c'est des signaux principaux que vous devez être à même de collecter dans votre système d'information. Ça, c'est des signaux principaux de collecter dans le système d'information. Vous pourrez en avoir d'autres, mais bon, on va se concentrer juste sur ces 3 signaux-là qui déjà vous permettent d'en avoir les bonnes informations. Du coup, la question qui se pose ensuite derrière, c'est comment est-ce que j'arrive à collecter tous ces signaux-là? Il y a des solutions aujourd'hui sur le marché qui sont gratuites, qui peuvent être implémentées assez rapidement en fait dans vos entreprises ou sur vos projets pour recevoir assez rapidement une alerte en fait quand il y a un problème. La première solution qui vous permet de collecter donc le premier signal, c'est une métrique. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura une solution ici qui s'appelle Prometheus. Le job de Prometheus ici, c'est de dire, moi, je suis une solution logicielle qui est mise à disposition des équipes et des développeurs pour aller contacter chacune des solutions que vous avez ici. On a parlé de 120 tout à l'heure dans notre exemple. Chacune des 120, quand elles exposent des métriques, bien sûr, ou alors chacune des familles de solutions, ça peut être pour les VM, pour les serveurs ou pour toutes les applications en même temps, pour récupérer donc des métriques. C'est Prometheus qui va donc récupérer les métriques pour vous, tout simplement. Deuxième solution qui vous permet donc de collecter les logs. Il y a une solution qui s'appelle Loki. Vous avez sûrement entendu parler d'Elasticsearch aussi. C'est la concurrence en fait tout simplement. Et donc l'idée c'est de dire qu'avec cette solution, si vous êtes donc capable d'aller chercher vos logs. Par contre, les logs, comme les métriques en fait, ne prennent pas la même direction. Sur chacune des solutions que vous avez ici, généralement sur le serveur et sur la VM, vous allez installer ce qu'on appelle un agent. Il y en a plusieurs. Par exemple, Logstash, en fait, il y a Alloy, par exemple. Qu'est-ce que l'agent va faire? L'agent va tout le temps aller lire vos serveurs ou vos VM, ou même les conteneurs de vos applications aussi, pour pouvoir donc dire, à tout moment, je vais écouter les logs, et mon job, ce sera donc de récupérer les logs, en fait, et de les envoyer ici à Loki, en fait, quoi. Donc, comme agent, j'ai dit tout à l'heure, il y a par exemple Alloy qui est un agent. Vous avez par exemple Logstash en fait, qui permet de traiter les logs en fait. Donc Alloy déjà, c'est pas mal. Prenez sur Alloy, c'est bien. Et enfin, il vous faut donc une dernière solution qui a donc pour objectif d'aller suivre le chemin de vos requêtes, parce que chaque solution que vous avez ici va vous envoyer un identifiant unique pour faire le suivi de votre requête. Et cette solution-là s'appelle Tempo. Son job, c'est donc de récupérer les traces de votre système et donc de pouvoir les voir en fait, tout simplement. Et donc, il me reste une dernière idée, c'est de dire comment est-ce que je visualise tout ce beau monde-là. Parce que c'est la dernière étape qui vous permet donc d'avoir votre résultat final. Je vais mettre donc ici en vert aussi, pour dire que c'est une bonne chose, on va dire ça comme ça. Une solution qui s'appelle donc Grafana. Donc, l'objectif est donc de dire au final, hop, il faut donc faire des data sources, brancher une source de données ici, pour pouvoir donc rechercher toutes vos données en fait, tout simplement. Et avec ça, vous êtes donc capable de écouter ou bien de regarder comment fonctionne chacune des solutions que vous avez à votre disposition ici. Et eux, ils sont chargés donc d'aller faire les agents pour vous, pour collecter toutes les informations ici qui sont donc des signaux pour vous. Et vous allez donc pouvoir donc comme ça récupérer toutes les informations. Qu'est-ce que vous pouvez donc en faire? Vous pouvez donc dire, sur toutes les métriques qui sont ici, là, liées à Prometheus surtout, nous, ce qu'on veut faire, on veut, hop, on va passer par ici, nous, parce qu'on veut rajouter quelque chose sur le chemin.
Voilà. On va rajouter un troisième composant qu'on appelle donc Alert Manager. Même si on dirait qu'on peut faire des alertes aussi via Grafana, mais moi je mets une solution aussi qui s'appelle Alert Manager. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de recevoir l'ensemble de configurations. Vous allez dire par exemple que si sur une application, je suis peut-être 4,500 €, alors envoie un mail en fait. C'est ça son job. Donc d'avoir donc les contraintes que vous fixez, l'intervalle pour la fréquence. Si vous dites par exemple, si dans les 5 dernières minutes, j'ai des 0,500 sur une application, alors envoie-moi un mail. C'est ça son job en fait de l'alert manager en fait tout simplement. Donc voilà à quoi ça sert l'alert manager et c'est très intéressant comme ça pour vous en fait pour la suite tout simplement. Et enfin, quand vous allez donc collecter tous ces signaux et que vous êtes capable de les traiter comme ça, alors vous êtes en train de mettre donc en place dans votre entreprise des solutions pour monitorer vos environnements. Et en fonction des observations que vous allez recevoir, vous allez donc lever des alertes. C'est ça l'idée derrière. Et donc, votre boulot donc, en tant que DevOps au quotidien, c'est donc de surveiller vos environnements pour pouvoir principalement mesurer les performances de votre système. Parce que comme on le dit, ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas trouver les points pour les améliorer en fait tout simplement. Et donc ça, c'est dans les éléments les plus importants. Pour résumer, ce qu'on dit, c'est que on aura donc un ensemble de cibles, ce qu'on appelle donc des targets au final. Vous allez avoir un ensemble de targets ici. La target, ça peut être votre VM, ça peut être votre serveur. Et pour chacune des cibles que vous avez, vous allez donc pouvoir donc dire, on va brancher dessus notre Prometheus. Donc votre cible ici, c'est soit votre serveur, soit votre VM, soit votre application, en fait, tout simplement, quoi. Vous allez collecter les logs via Loki et vous allez regarder les traces via Tempo. En réalité, les deux premiers suffisent largement pour commencer. Surtout Prometheus, en fait, pour avoir les performances de votre système. Loki pour avoir les logs dans une seule IHM. ELK aussi, ça fait le boulot, en fait, tout simplement. Avec les flèches qui sont dans ce sens-là. Et enfin, que vous allez pouvoir en venir visualiser dans Grafana. Quand on commence un projet, très souvent on dit que pour commencer un projet, on commence toujours par mettre en place la sécurité en fait. Et donc, l'autre chose qu'il faudra aussi commencer à mettre en place aujourd'hui, à mon sens, c'est de mettre du monitoring en place. Parce que si vous n'avez pas un œil sur vos systèmes d'information, vous allez toujours être surpris par les utilisateurs qui viennent vous annoncer souvent pas des bonnes nouvelles, on va dire ça comme ça, ou alors des mauvaises nouvelles tout simplement. Mettre ça en place, c'est pas très long. Apprendre à mettre ça en place aussi, c'est pas très long. Alors, ça dépend où vous vous positionnez. Si vous voulez apprendre à mettre ça en place, pour ça, j'ai un bootcamp pour DevOps qui dure 6 mois. Et donc, ce module-ci fait partie des quasiment derniers modules, une fois qu'on a mis en place tout l'environnement, avec toute la partie automatisation. L'idée, c'est de dire que de lundi à vendredi, je mets des vidéos en ligne. Chacun se forme à son rythme parce que quasiment tous ceux qui prennent mon bootcamp aujourd'hui sont des employés. Ils ont un boulot, en fait, au quotidien. Et le week-end, pendant 2 heures, on se voit ensemble et puis on en parle, en fait, et je réponds à toutes vos questions sur ce sujet-là. Et si vous voulez que ce soit dans vos entreprises, que ce soit implémenté, je fais des prestations de services aussi. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche là. Vous me contactez et puis on peut discuter de votre projet et de tout ce qu'on peut faire ensemble dans votre entreprise. OK? Donc, voilà. Ne laissez plus votre système en boîte noire. Ayez un œil dessus. Et pour avoir un œil dessus, il faut donc mettre en place ces solutions-là. Le plus long, c'est le temps de mettre en place. Et après, derrière, c'est surtout des optimisations. Parce qu'au départ, vous pouvez commencer par mettre juste les serveurs en place. Ensuite, vous mettez juste les VM en place. Ensuite, vous mettez juste les applications. Comme ça, vous allez pouvoir donc optimiser progressivement, en fait. Autre chose qui va être très bien, c'est que chaque fois que vous mettez ça, il faut penser à mettre des étiquettes, en fait. Par exemple, pour définir quel est l'environnement, quel est le nom du serveur, quel est le nom de la VM, quel est l'environnement de la VM, quelle est l'application, ainsi de suite, pour pouvoir donc réduire le temps de recherche. Le temps de recherche est fait via ce qu'on appelle du PromQL, qui est donc un requêtage pas très long de ce que fait le SQL en fait, qui vous permet donc comme ça d'aller chercher chacune de vos données et de pouvoir notifier vos systèmes quand il y a un problème. Ok? Donc,
J'espère que vous avez appris des choses comme d'habitude et que vous ne repartez pas bredouille. Sur tous ces sujets-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter où je partage aussi ces informations plus en profondeur. Me retrouve aussi sur LinkedIn où je suis très actif. Et bientôt, je viens d'arriver aussi sur TikTok. Donc, vous avez pas mal de canaux pour me contacter. Et puis, si vous voulez échanger sur ces sujets-là, c'est toujours avec plaisir. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, bonne formation, bonne avancée et bon projet à tout le monde.